Bonsoir à vous qui nous recevez depuis les rives majestueuses du fleuve Congo jusqu'au sommet escarpé du Ruwenzori. Bienvenue à tous nos compatriotes et frères de la diaspora. Voici vos informations sur Inside News RDC. En ce samedi soir, alors que l'obscurité s'installe sur nos cités, nous nous retrouvons pour une édition qui refuse le confort des silences complices. Nous sommes à un tournant où chaque gramme d'or extrait de notre sous-sol et chaque franc décaissé du trésor public dessine le visage de notre dignité retrouvée ou de notre asservissement prolongé. Le fil conducteur de notre réflexion est une certitude. Il n'y aura aucune paix durable à Goma ou Beni sans une main de fer sur notre économie à Kinshasa. La souveraineté ne se chante pas, elle se finance. Ce soir, nous décortiquons la naissance du programme Axis, une tentative de transformer notre or artisanal en un bouclier financier numérique, tout en gardant un œil inquisiteur sur les promesses de transparence. Nous revenons également sur l'impasse étouffante à Goma après le passage de la diplomatie européenne, au moment où la rébellion de l'AFC M23 tente de troquer une aide humanitaire contre une reconnaissance politique. Enfin, nous aborderons l'audit de la dernière chance pour la paie des fonctionnaires, une mesure de salubrité publique qui doit libérer nos serviteurs de l'État de l'angoisse des fins de mois. C'est une édition de rigueur et d'empathie, car derrière les chiffres et les jetons numériques, ce sont vos vies qui se jouent. Le secteur minier artisanal, ce poumon qui fait vivre des millions de nos foyers dans l'est et le nord du pays, tente sa mue historique. Ce jeudi 20 février 2026, sous le patronage direct du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère des Mines et le Fonds social de la République démocratique du Congo ont lancé le programme national Axis et son bras opérationnel Gold Connect. L'idée forte est de transformer l'or physique, trop souvent capté par des réseaux mafieux transfrontaliers, en un levier de financement massif sans alourdir le poids de notre dette publique. Pour comprendre ce pivot, il faut observer le miroir international. En alignant notre production sur les standards de la London Bullion Market Association et les normes IFRS, la RDC ambitionne de quitter la périphérie du marché pour s'imposer comme un acteur de l'or certifié. Louis Watum Kabamba, ministre des Mines, n'a pas mâché ses mots. L'informalité n'est plus une fatalité. C'est une hémorragie que cet accord-cadre doit stopper. Mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. Le mécanisme repose sur le Sovereign Gold Reserve Token, ou SGRT. Il s'agit d'un jeton numérique, une unité de valeur inscrite sur la blockchain, adossée à des réserves d'or physiques qui sont, nous dit-on, vérifiées et surcollatéralisées. En clair, pour chaque jeton émis, une quantité supérieure d'or doit dormir en sécurité, garantissant la valeur du titre sans que l'État n'ait à céder ses droits miniers. Cependant, le test de souveraineté impose une question amère. Pourquoi l'ingénierie financière de ce projet national est-elle confiée à Phoenix Capital BV, une entité aux résonances néerlandaises, alors que nos propres experts financiers et mathématiciens pourraient porter cette vision? L'histoire bégaye ici. Nous rappelons les accords des années 70 où la technologie servait de paravent à une dépendance accrue. Sur le terrain, pour le creuseur de Kamituga ou de Mongwalu, la promesse est celle d'un prix juste, déconnecté des acheteurs clandestins. Le FSRDC agit comme un fiduciaire public censé garantir que cette richesse finance des écoles et des routes rurales via le fonds d'appui à l'économie artisanale. L'impact sur l'économie domestique est potentiellement salvateur si, et seulement si, l'État parvient à sécuriser les zones d'exploitation artisanale. Sans une présence militaire et administrative intègre dans ces périmètres, le SGRT ne restera qu'une abstraction numérique pour des investisseurs de Dubaï ou de Genève. La réussite d'Axis se mesurera à la capacité de nos institutions à transformer ce jeton de souveraineté en pain sur la table du citoyen. Cette exigence de transparence nous conduit naturellement vers les coffres de l'État, où un grand nettoyage vient d'être ordonné. La rigueur budgétaire n'est plus une simple recommandation des institutions de Bretton Woods. Elle est devenue une urgence sociale absolue. Lors du 79e Conseil des ministres,
le président Félix Tshisekedi a ordonné un audit complet de l'état liquidatif de la paie des fonctionnaires sous un délai strict de 30 jours. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a justifié cette mesure par la nécessité de garantir la soutenabilité des finances publiques face à une masse salariale qui enfle de manière suspecte, nourrie par l'intégration massive de nouvelles unités dont l'existence réelle reste à prouver. Analysons la portée de cette décision. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, prône désormais une déconcentration de l'ordonnancement. Pour les citoyens lambda, cette expression technique cache une révolution de pouvoir. Il s'agit de déplacer la signature finale des dépenses du seul ministère des Finances vers chaque ministère sectoriel. Sur le papier, cela doit fluidifier les paiements et éviter les retards de salaire. En réalité, c'est un pari risqué. Si chaque ministre devient l'ordonnateur de ses propres dépenses, sans un contrôle rigoureux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le risque de détournement localisé se multiplie. Le Code de la vue nous apprend que là où la signature se démultiplie, le coût de la commission se fragmente, mais ne disparaît pas forcément. Cette réforme intervient alors que le pays est sous contrat avec le Fonds monétaire international via la facilité élargie de crédit. 8 engagements sur 11 ont été validés, mais le FMI garde un œil sur la maîtrise de la masse salariale. Pour les fonctionnaires de l'éducation ou de la santé, cet audit est celui de la dernière chance. Lorsque le salaire accuse un retard de 2 semaines, c'est l'équilibre financier du foyer qui s'écroule, forçant les familles à recourir au crédit informel à des taux usuriers. La stabilité de notre nation dépend de cette discipline. Un soldat ou un enseignant payé à temps est le premier rempart contre la corruption. Sans cette rigueur à Kinshasa, le sacrifice de nos troupes au front perd de sa substance, car une armée forte commence par un budget assaini. À Goma, la dignité humaine est piétinée sous le poids des calculs géopolitiques. La commissaire européenne Hadja Lahbib, après une tournée entre Kinshasa et Kigali, a qualifié la situation de catastrophique. Ce terme, bien que fort, est en deçà de la réalité que nous documentons. À Rushaki et Kirumba, les populations civiles sont prises en étau entre les opérations de ratissage et la faim. L'Union européenne se trouve dans une posture de funambule, octroyant des fonds humanitaires tout en peinant à imposer des sanctions réelles à ceux qui alimentent le brasier. La réalité du terrain nous confronte à une stratégie de légitimation par le chantage. Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, revendique désormais l'autorité sur 62 000 km² et s'érige en gardien de l'aéroport international de Goma. Il conditionne la réouverture de cette infrastructure vitale à une discussion directe, affirmant que la communauté internationale frappe à la mauvaise porte en s'adressant à Kinshasa. C'est une insulte à notre souveraineté. L'aéroport de Goma, poumon de l'aide humanitaire, est devenu un otage politique. Nangaa tente de transformer son occupation militaire en une administration de fait, se vantant d'offrir une sécurité que les rapports du baromètre sécuritaire du Kivu démentent formellement. Montrons ce que le discours officiel cache. Le 29 janvier dernier, à Sange, une grenade lancée par des éléments du M23 a tué 5 civils et blessé 11 autres. Au village de Rushaki, 8 civils accusés de collaboration ont été froidement exécutés lors d'une opération de ratissage menée par la rébellion, appuyée par des éléments des RDF. Voilà la réalité de la zone la plus sécurisée dont se vante Nangaa. Les déplacés de guerre, entassés dans des conditions indicibles, sont victimes d'une guerre sans ligne de front stable, où même les drones kamikazes de type YIA-3 s'invitent désormais dans le ciel de Kisangani. L'impuissance diplomatique actuelle alimente un sentiment de trahison chez nos compatriotes de l'Est, jetant une ombre sur le climat politique à Kinshasa. Le climat politique à Kinshasa s'assombrit sous les coups de boutoir d'une violence qui ne dit pas son nom. Le 16 février dernier, le cortège de Martin Fayulu
et le siège du parti ADD Congo de Prince-Épongé ont été la cible d'attaques brutales sur l'avenue de l'enseignement. Les agresseurs, identifiés par de nombreux témoins comme appartenant à la Force du Progrès, une milice proche du pouvoir, ont agi avec une audace qui suggère une impunité garantie. Lamuka dénonce avec amertume ce terrorisme politique. L'inertie des autorités judiciaires face à ces actes de pillage et de violence volontaire est un signal désastreux pour notre démocratie. Si le pluralisme politique doit être défendu à coups de pierre et d'armes blanches, c'est l'idée même de l'état de droit qui s'effondre. Pendant ce temps, depuis Bruxelles, Moïse Katumbi saisit l'appel du Congrès américain, porté par le congressman Chris Smith, pour réclamer un dialogue national inclusif. L'exigence internationale se fait pressante. Stabiliser la RDC en traitant les causes profondes de la crise. Félix Tshisekedi, de son côté, pose ses lignes rouges. Pas de dialogue qui remette en cause les élections. Et surtout, une médiation qui doit se tenir sur le sol national sous l'égide des institutions. Le risque est ici flagrant, celui de voir notre souveraineté diluée dans des négociations pilotées depuis Washington ou Doha. Cela nous rappelle les heures de la Saint-Sylvestre, où le dialogue servait de soupape de sécurité pour un régime aux abois. Mais le peuple congolais n'a plus besoin de partage de gâteaux, il a besoin de sécurité. Le dialogue peut-il être réellement souverain si les médiateurs récusés, comme la CENCO ou l'ECC, sont écartés pour leur supposé manque de neutralité? La tension entre l'opposition et le pouvoir fragilise notre résilience au moment précis où nous devrions être unis face à l'agression extérieure. Cette instabilité interne est le lit dans lequel s'installent nos ennemis, nous obligeant à repenser d'urgence notre outil de défense. La souveraineté de notre nation se forge dans le fer de nos unités de combat et le béton de nos infrastructures. À Pretoria, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, s'emploie à consolider la coopération militaire avec l'Afrique du Sud. Ce déplacement est stratégique. Après l'annonce du retrait des troupes sud-africaines de la MONUSCO, Kinshasa cherche à transformer une présence onusienne défaillante en une alliance bilatérale solide. Il s'agit de formation, de cybercriminalité et de renforcement technique, loin des schémas de dépendance passés. Parallèlement, les FARDC ont dû éteindre un incendie médiatique concernant la présence de militaires français à Kisangani. Le lieutenant-colonel Mongaba Azukai a été formel. Les images circulant sur les réseaux sociaux ne montrent pas des mercenaires, mais des instructeurs officiels du détachement d'instruction opérationnelle. Il faut être d'une rigueur absolue ici. Le mercenariat est une agression, tandis que la coopération de formation est un acte de souveraineté. Nos officiers et unités de combat ont besoin de ce recyclage technique pour faire face à une guerre hybride où la technologie des drones change la donne chaque jour. Sur le front de l'énergie, la province de la Chopo refuse de sombrer dans l'obscurité. Le gouverneur Paulin Lendongvolia a annoncé le lancement imminent d'une centrale photovoltaïque de 40 MW à Kisangani. Ce projet, avancé à 90%, est une réponse vitale à la faillite de la centrale hydroélectrique de la Chopo. Vieillissante et héritée de l'époque coloniale, cette dernière ne parvient plus à fournir l'électricité nécessaire au fonctionnement des pompes de la Régie des eaux. C'est un lien direct. Sans électricité, nos compatriotes n'ont pas d'eau potable. Investir dans le solaire à Kisangani, c'est briser les chaînes d'une dépendance aux infrastructures dépassées et offrir un souffle nouveau à l'économie locale. Enfin, l'administration du territoire se modernise pour répondre aux défis sécuritaires. Dans le Haut-Katanga, sous l'impulsion de Jacquemain Chabani, une opération d'identification des résidents a été lancée. L'objectif est clair, savoir qui habite où, identifier les permis de travail des étrangers dans les zones minières et contrer le banditisme urbain. Cette rigueur administrative rejoint les discussions entre Denis Kadima de la CENI et l'ambassadeur de France sur les synergies entre cartographie électorale et recensement général. Se compter pour ne plus être ignoré, se connaître pour mieux se protéger, tel est le défi de notre administration
en cette année 2026. Les relations entre Windhoek et la région se densifient. Lors d'une session bilatérale de haut niveau, des accords stratégiques ont été signés entre la Namibie et la République du Congo voisine, sous l'égide de la ministre Ashipala Moussavi et de son homologue Denis Christel Sassou Nguesso. Bien qu'il s'agisse de notre voisin de la rive gauche, ce modèle de coopération sud-sud sur les mines, l'éducation et la gestion portuaire doit servir de leçon à Kinshasa. Ces accords s'inscrivent dans la vision de la ZLECAf, visant une intégration économique africaine réelle d'ici 2030. Pour nous, Congolais de la RDC, le succès de cet axe Namibie-Congo souligne l'importance de diversifier nos partenariats régionaux pour réduire l'influence des puissances extracontinentales. C'est en construisant ces ponts avec des nations comme la Namibie, partageant notre histoire de libération, que nous bâtirons une prospérité qui profite réellement à nos populations. Une menace insidieuse pèse sur la jeunesse de notre continent, vulnérable face aux réseaux de recrutement internationaux. Au Kenya, un rapport des services de renseignement révèle que plus de 1000 jeunes auraient été enrôlés illégalement pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine. Ces jeunes, attirés par des promesses d'emploi grassement rémunérées, se retrouvent en première ligne d'un conflit qui ne les concerne pas. L'ambassade russe à Nairobi dément, mais les familles, en larmes au Jivangi Gardens, réclament le retour de leurs fils, vivants ou morts. En parallèle, le rapatriement forcé de migrants africains du Sénégal et d'Éthiopie depuis les États-Unis vers le Cameroun, sans accord public transparent, illustre le mépris persistant pour la dignité de nos ressortissants. Ces événements sont un signal d'alarme pour la RDC. Notre jeunesse ne doit pas être la chair à canon des guerres des autres, ni une variable d'ajustement pour des politiques migratoires étrangères. Dans le tumulte de la guerre, des lueurs de résistance nous parviennent du territoire de Masisi. Les miliciens Wazalendo, en coalition avec les forces locales, ont réussi une percée significative en reprenant les localités de Miruta, Ngololo et le chef-lieu du secteur de Katoyi aux mains de l'AFC M23. Ces victoires de nos résistants sur le terrain rappellent que la détermination populaire peut bousculer les agendas diplomatiques. Cependant, le lieutenant-colonel Mac Azukai signale des violations répétées du cessez-le-feu angolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs, avec des attaques documentées à Walikale et Rutshuru ayant coûté la vie à un jeune de 18 ans à son domicile. À Beni, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sangara, a été interpellé par une population épuisée. Les habitants exigent la levée immédiate de l'état de siège, estimant que ce régime exceptionnel n'a pas empêché les massacres perpétrés par les ADF. Ces nouvelles, loin d'être anecdotiques, forment la trame de notre résistance nationale. Au terme de cette édition, nous mesurons l'ampleur des défis qui s'imposent à nous. De la révolution technologique de l'or avec le programme Axis à l'exigence de transparence financière par l'audit de la paix, la RDC tente de reprendre les rênes de son destin. Mais cette ambition se heurte à la rugosité du terrain. L'impasse humanitaire de Goma, la violence politique à Kinshasa et la menace constante à l'Est nous rappellent que la souveraineté est un combat de chaque instant, exigeant une vigilance citoyenne absolue. La pensée que je souhaite laisser dans vos foyers ce soir est une réflexion sur notre responsabilité commune. La souveraineté ne se négocie pas dans les salons feutrés des capitales étrangères, elle se vit chaque jour dans la poche du citoyen et se défend sur les collines escarpées de nos provinces. C'est notre capacité à transformer nos propres richesses pour le bien de nos enfants qui définira notre place dans le monde de demain. Pour approfondir ces dossiers, je vous invite à découvrir notre analyse exclusive sur Inside News Review intitulée « L'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé ». Ce document met à nu les mécanismes de prédation qui frappent notre sol. Rendez-vous à la prochaine édition. Que Dieu bénisse notre nation et protège chaque Congolais, où qu'il se trouve. Bonne soirée chez vous.